Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 165. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi plus que des conseils, je dirais plutôt d'aborder une sorte de discussion autour de la fonction d'éditeur et surtout du fait que les éditeurs ne sont pas et ne seront jamais des professeurs ou encore des formateurs. Et si je te dis ça, ça peut paraître un peu étonnant parce que évidemment, tu vas peut-être te dire, bah oui, ils sont éditeurs, donc leur boulot à eux, c'est d'éditer des livres et de les publier. Donc évidemment, ils ne sont ni professeurs ni formateurs. Mais en fait, tu vas voir que il y a une espèce de quiproquo qui a été instauré du fait même de l'organisation de la chaîne du livre. C'est pas du tout institué par un complot ourdi par un consortium d'éditeurs de l'ombre, etc. Bon, on adorerait, hein, parce qu'on est auteur, alors du coup ça ferait un super scénario, mais pas du tout, c'est juste que de la façon dont est organisé le travail de l'auteur et plus globalement la chaîne du livre, hein, pour lequel évidemment on a maille à partir en tant qu'auteur, puisqu'on est le maillon le plus important de cette chaîne du livre, puisque sans notre livre, il n'y a pas de chaîne du livre, évidemment. Mais du fait de cette structuration de la chaîne du livre et de la façon dont on accueille le métier d'auteur, il s'est petit à petit établi, je pense, une sorte de quiproquo entre les éditeurs et les tout jeunes auteurs. Et en fait, je voulais consacrer un épisode de ce podcast pour revenir là-dessus. Et je l'espère, à la fin de ce podcast, tu comprendras peut-être un peu mieux pourquoi est-ce que on est face à cette réalité que les éditeurs adorent relever. Et cette réalité, c'est la suivante. Oui, nous, en tant que maison d'édition, on est complètement submergé par plein de manuscrits, on les lit à peine, voire pas du tout, on est obligé de fermer nos soumissions parce que sinon on s'en sort pas, et qu'au final, moins de 0,1% des manuscrits reçus sont publiés. Et donc ça donne une espèce d'impression que vraiment quand on est publié, c'est un coup de bol monstrueux, on sait pas trop comment est-ce que ça s'est produit, et ça décourage, je pense quand même, beaucoup de jeunes auteurs qui rêvent de voir leur livre publié et qui se disent face à l'ampleur et l'impossibilité quasiment de la tâche, de se dire bon, ouais, écoute, tu sais quoi, laisse tomber, je verrai ça plus tard, je fais d'abord ma vie, etc. Et je pense que ça vient aussi beaucoup de ce fameux quiproquo dont je vais te parler en tout cas, et qui j'espère te fera peut-être un peu réfléchir. Moi je sais que au tout début de ma carrière, j'aurais bien aimé que quelqu'un avec un peu plus de bouteilles évidemment dans le métier me parle un peu de ça. Je pense que ça m'aurait je pense déculpabilisé, et ça m'aurait beaucoup plus détendu, et je pense que j'aurais compris un certain nombre de choses. La problématique, je pense, vient du fait que en France, jusqu'à très récemment, jusqu'à l'émergence des formations pour les jeunes auteurs et surtout à l'émergence de l'ICAR, qui est la première formation qui forme à la professionnalisation de l'auteur et pas juste à l'écriture d'un roman, mais jusqu'à présent, il y a une espèce d'hypocrisie de la part des institutions qui est qu'elles ont bien compris que être auteur c'était un métier, pas parce qu'ils savent bien nous faire rentrer dans une case fiscale et ils savent bien nous demander des impôts, donc pour l'État ça veut bien dire qu'à un moment, quand on est auteur et qu'on publie, on a un statut et on a un métier. D'un côté il y a ça, et de l'autre côté l'État n'a jamais reconnu le métier d'auteur comme un métier à part entière qui suivrait le même chemin que n'importe quel autre métier, c'est-à-dire avec une formation qui est officielle, entre guillemets, en tout cas reconnue pour l'État, et qui donnerait lieu à un diplôme, le diplôme d'écriture de romans de fiction, par exemple. Et donc d'encadrer la formation des auteurs, ou au moins à un moment de reconnaître qu'ils
il doit exister des formations parce que écrire un roman, c'est pas simplement décider d'écrire une histoire et que c'est à la portée de tout le monde sans aucune formation parce que tout le monde a appris à écrire. Alors ils l'ont bien compris pour les musiciens, hein, on a bien compris qu'il existait des conservatoires, qu'il existait des formations évidemment plus ou moins indépendantes qui te forment à l'exercice de tel ou tel instrument de musique. On a bien compris ça aussi pour les dessinateurs, les graphistes, etc. Parce que je rappelle quand même qu'on est dans un pays qui voue un culte au diplôme. Si on est dans un pays qui se fout royalement des diplômes et qui juge sur le tas et qui forme les gens qu'il recrute, comme ça peut être le cas dans les pays anglo-saxons, ce serait pas la même chanson. Mais là, au niveau de l'État français, on est vraiment dans un pays qui a le culte du diplôme. Donc quand tu candidates sur un poste, que tu veux être coiffeur, boucher charcutier, tourneur-fraiseur, que tu veux être ingénieur en télécommunications ou informaticien, à un moment ou à un autre, dans les fiches de postes qui sont publiées, notamment sur Pôle emploi, il y a toujours diplôme plus expérience. Si tu n'as aucun diplôme à donner, à présenter à ton futur employeur, alors déjà on te regarde un peu de haut. Et là, étonnamment, pour ce qui est du métier d'auteur, qui est tout à fait reconnu comme étant un métier parce que fiscalement on le taxe et on l'impose comme une source de revenus, donc l'exercice d'un métier, alors là, par contre, au niveau de la formation, c'est comme si, non, il n'y avait pas besoin de se former, ça n'existe pas, tout le monde sait écrire, donc à un moment, t'as qu'à te poser devant ton ordinateur, et puis il y a une sorte de loto qui se met en place, et il y a des élus qui, on sait pas trop comment, se sont levés un matin en se disant « Ah bah tiens, je sais comment créer des protagonistes, je sais comment structurer un roman, je sais comment créer le suspense, j'ai tout compris, ça y est, je me lance dans l'écriture et je suis publié. » Et du fait de cette espèce d'hypocrisie et de cette espèce de contradiction liée au métier d'auteur, on se retrouve avec deux camps. D'un côté, le camp des éditeurs, et ces éditeurs, eux, par contre, généralement, suivent un cursus de formation plus ou moins en lien avec la vente du livre, le marketing du livre, etc. Bon, il y a tout un tas de formations universitaires qui sont liées. Donc ils ont bien compris quel était leur métier d'éditeur, c'est-à-dire trouver des pépites à publier qui correspondent à un lectorat qu'ils ont réussi à se constituer autour du branding de la maison d'édition. Donc eux, ils savent parfaitement ce qu'ils font dans la chaîne du livre. Et de l'autre côté, on a des jeunes auteurs. Alors quand je dis jeunes auteurs, c'est des personnes qui n'ont jamais publié, peu importe leur âge. Mais bref, on se retrouve avec des auteurs qui, eux, n'ont aucune formation labellisé au métier d'auteur. Alors il y a quelques masters liés à l'écriture au niveau de la fac. D'abord c'est assez récent. Et ensuite c'est quand même des masters pour avoir creusé et pour avoir regardé un peu ce qu'ils proposent. On en reste quand même à des choses complètement déconnectées de la réalité du métier d'auteur, de la négociation des contrats, des grandes tendances littéraires, des codes des genres littéraires, enfin tout ce qui fait l'environnement professionnel d'un futur auteur, ce que proposent les facultés avec tout le respect que j'ai pour les universités, et j'en suis un exemple parfait, je sors d'un cursus universitaire. Mais avec tout le respect que j'ai pour les universités, elles sont totalement déconnectées de la réalité du monde éditorial et du métier d'auteur et de l'environnement professionnel du métier d'auteur. Donc on se retrouve avec des jeunes auteurs qui concrètement, jusqu'à encore une fois très récemment, et on est peu nombreux à proposer une formation complète et professionnalisante, pour le coup. On se bat assez d'ailleurs au niveau de l'État pour être reconnu. On se retrouve avec des auteurs qui glanent les infos comme il peut sur Internet, des informations qui sont ou payantes ou gratuites, on ne sait pas trop. Et puis il y a des querelles de clochers, qui on va voir, qu'est-ce qu'on doit chercher, qu'est-ce qu'on réclame, etc. Donc qui ne sont pas formés et qui peuvent raisonnablement se dire que comme tous les auteurs sont dans le même bateau et que donc aucun d'entre eux n'a suivi une formation secrète au métier d'auteur, eh bien le seul professionnel, le tout premier professionnel avec lequel on va avoir un véritable lien et qui va pouvoir éventuellement nous expliquer un peu la vie en tant qu'auteur, c'est l'éditeur. Donc d'un côté, on se retrouve avec un jeune auteur qui, à juste titre, se dit, le premier professionnel que je vais avoir en face de moi et avec qui je vais pouvoir parler, c'est un éditeur, donc je vais pouvoir lui poser tout un tas de questions que j'ai envie de lui poser, et c'est lui qui me dira si je fais bien les choses en tant qu'auteur, si mon roman, il est perfectible, qu'il m'explique en quoi il est perfectible, que je puisse me former à son contact dans le processus de publication de mon roman, et s'il ne publie pas mon roman, eh bien j'ose espérer qu'il va m'envoyer une petite lettre
lettre ou un petit mail et qui m'expliquera exactement pourquoi est-ce qu'il ne prend pas mon roman, que je puisse m'en servir et que je puisse ensuite me former, moi, sur le tas, au contact de ce seul professionnel, puisque, encore une fois, en tant que jeune auteur, j'ai pas accès à d'autres professionnels de la chaîne du livre, en fait. Je suis tout seul derrière mon ordinateur et après, je l'envoie à un éditeur. Et si l'éditeur me répond, c'est le premier contact avec un professionnel de la chaîne du livre que je vais avoir. Et du coup, il y a cette espèce de quiproquo qui s'installe parce que, et là je vais être très très claire avec toi, l'éditeur n'est absolument pas formateur ni professeur. C'est-à-dire que l'éditeur ne va jamais t'expliquer dans le détail pourquoi il ne prend pas ton roman exactement. Il va pas te faire une fiche de procédure en disant voilà, ça manque de dynamisme, c'est un peu immature, là pour le coup, ton protagoniste, il manque d'un arc narratif véritablement solide, il n'a pas d'évolution, on a l'impression de lire plusieurs histoires en une, il faudrait que tu te recentres sur une thématique globale, attention à la gestion du suspense et au découpage de tes chapitres, voilà, un cours, une explication, bref, quelque chose sur laquelle l'auteur, le jeune auteur, va pouvoir commencer à travailler et à corriger ses futurs manuscrits ou son manuscrit. Et pire, si jamais l'éditeur décide de te signer, tu vas rentrer dans une espèce de machinerie, alors plus ou moins humaine, plus ou moins adaptée, plus ou moins communicante, selon que tu signes avec une grande maison d'édition ou une petite maison d'édition, mais tu vas rentrer dans une espèce de système et de procédure toute faite, qui fait que tu vas passer par un premier correcteur qui va faire une correction de fond sur la structure. Puis un deuxième qui passera derrière et qui vérifiera que tes corrections, tout se tient. Puis un troisième qui, lui, chassera les coquilles et qui fera une correction qu'on dit orthotypo. Et toutes ces personnes qui vont intervenir sur ton texte, l'erreur de débutant est de croire qu'ils vont t'expliquer ce qu'ils font sur ton texte. Mais en réalité, il n'est pas de la responsabilité des correcteurs qui travaillent pour les éditeurs de te faire un cours sur ce qu'est un bon incipit, ce que c'est qu'une bonne fin, ce que c'est qu'un chapitre dynamique, ce que c'est que un personnage avec une voix caractérisée, ce qu'est une focale interne et une focale externe. Le correcteur, ce qu'il va simplement te dire, c'est sur le côté, il va te dire un peu flou, manque de dynamisme, à restructurer, mais il ne te fera jamais d'autres propositions en réalité. Et c'est bien tout le problème en fait. Alors bien sûr, au fur et à mesure que tu vas travailler avec le même éditeur et que tu vas travailler avec le même correcteur, il y a un certain nombre de choses qui vont devenir récurrentes et puis une relation de confiance va s'instaurer avec le correcteur et le correcteur, du coup, va peut-être se fendre d'un mail récapitulatif où il va potentiellement t'expliquer, bah voilà, toi typiquement, ton écueil se situe plutôt par là ou plutôt par là. Mais au départ, en tout cas sur ton premier roman, il va pas faire dans la pédagogie, il fera dans la bienveillance normalement, hein, le correcteur, mais il va supposer que lorsqu'il te dit qu'il faut redynamiser ce chapitre, tu vas comprendre comment dynamiser un chapitre, que lorsqu'il te dit attention là tu es en focale interne et du coup ça c'est de la focale externe donc fais un peu attention et recorrige ce passage là, il va supposer que tu sais faire la différence entre une focale interne et une focale externe et que donc tu vas pouvoir tout de suite corriger le passage. Alors je ne te dis pas qu'un dialogue ne va pas s'instaurer entre le correcteur et l'auteur, bien entendu qu'un dialogue va s'instaurer. Mais je peux te dire que les premières corrections vont être extrêmement douloureuses. Et c'est normal, et tout le monde passe par là. Moi je sais que mon premier roman qui a fait l'objet d'un suivi correct avec un éditeur digne de ce nom qui savait ce qu'il faisait, c'était Le Roi Sombre. Et la première fois que j'ai reçu mes corrections, vraiment j'étais perdue, j'en ai pleuré parce que devant la montagne de remarques que je ne comprenais pas, pour le coup, les remarques qu'on me faisait, je voyais pas où était le problème, et surtout je voyais pas comment le corriger. C'était la première fois que ça m'arrivait, je me suis dit, mais ça c'est déjà que sur les 5 premières pages, il y en a 250, je vais mourir, et surtout je vais jamais y arriver. Or je viens de signer un contrat avec cet éditeur-là, il l'a payé des avaloirs, je peux pas le laisser tomber. Et encore, moi j'avais beaucoup de chance, puisque comme tu le sais, j'ai été publiée par Dimitri Pawlowski, qui est formateur à l'ICAR, des éditions de l'Homme sans nom, et qui, lui, a une passion pour la pédagogie. Alors, tout ce que je viens de te dire, c'est excepté Dimitri Pawlowski. Lui, c'est le seul éditeur qui aime former ses auteurs, ça n'arrive jamais, mais lui, si. Donc, du coup, il a pu m'aider, mais ça a été compliqué au départ. Et tout ça pour te dire que on est dans une situation, nous autres, les auteurs, complètement inédite, par rapport à d'autres métiers, et même des métiers artistiques, j'entends. On est dans une situation totalement à part et totalement inédite. Et c'est la raison pour laquelle
Tu peux peut-être te demander, je comprends pas pourquoi moi mon manuscrit, tout le monde me le refuse, tout le monde me dit non. J'ai été à ta place avant, puisque mon premier roman de fantasy qui était juste une catastrophe, même quand je te dis une catastrophe, il était nullissime, ce roman, parce que je ne savais pas du tout ce que je faisais. Encore une fois, voilà, je m'étais pas intéressée à comment on écrit un roman de fantasy, comment on écrit un bon roman. Moi, je croyais qu'il fallait simplement enquiller les chapitres les uns à la suite des autres, et puis la magie opérait et tout allait bien. Donc voilà. Et vraiment, il y a un vrai problème là-dessus. Tout ça pour te dire que c'est normal que tu sois dans la galère. Et je m'adresse à toi qui a fini un manuscrit, qui sait plus trop comment faire pour l'améliorer parce que tu sais pas trop, et qui a essuyé des refus de la part des éditeurs et tu sais pas pourquoi. Et tu sais pas quoi en faire de ces refus. Tout ça pour dire que c'est normal en fait. Je dis pas que c'est plus facile. Je dis que c'est tout à fait normal et que ça vient pas de toi. C'est pas toi le problème, c'est pas toi qui cloche, c'est le système. C'est le système qui, en France, produit de la précarité et de l'incertitude du côté des auteurs. Et ça va t'obliger, ça c'est certain, par exemple écouter le podcast Devenir écrivain, à aller chercher les informations et à peut-être te former de façon gratuite ou de façon payante, peu importe. Fort heureusement, nous sommes de plus en plus d'auteurs avec le recul nous faisons cette réflexion de ça suffit, il faut professionnaliser le métier d'auteur parce que ça n'a pas à être une activité à la ramasse ou qu'on sait taxer au niveau des impôts, mais que par contre on ignore totalement dès qu'il s'agit de la formation. Et on est plusieurs, enfin en tout cas au niveau de devenir écrivain, on est en tout cas les seuls à faire cette démarche-là. On n'a pas laissé tomber l'idée d'attaquer l'État dans le sens de faire reconnaître la formation devenir écrivain comme une formation professionnalisante pour l'État et faire comprendre que c'est bien beau en tant qu'éditeur de jouer les oh là là mais on reçoit tellement de manuscrits qui sont pas à la hauteur, qui sont pas publiables, etc. Comme si c'était de la faute des auteurs. Mais encore une fois, c'est très hypocrite et c'est très culpabilisant parce que en face, on n'a pas d'alternative, on n'a pas une histoire d'organisme de formation. Alors maintenant, bien sûr, il y a l'ICAR, il y en aura certainement d'autres qui se créeront de plus en plus, mais avant, on n'avait rien, à part quelques auteurs qui s'en étaient tirés et qui proposaient des masterclass où ils expliquaient un peu leur méthodologie, et merci à eux, évidemment, de l'avoir fait, parce que c'était mieux que rien. Mais il n'y a pas de formation, on ne prend pas véritablement la mesure de ce qu'implique le métier d'auteur. Mais par contre, quand on est éditeur, on réclame un manuscrit qui serait de nature professionnelle et qui serait quasiment en état d'être publié. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de communication entre les éditeurs et les auteurs. C'est un vrai problème d'appréciation du métier d'auteur à sa juste place, en fait. Et bien sûr, tu vas me dire, mais quel est l'intérêt pour les éditeurs de ne pas former leurs auteurs ou de ne pas expliquer ce qu'ils attendent exactement. C'est vrai, c'est très frustrant, parce qu'on pourrait se dire, il suffit qu'ils nous disent ce qu'ils attendent exactement, et puis on le fait, on n'est pas idiots, on le fait. Tout simplement parce que ça fait de l'écrémage. Ça fait vraiment la sélection à l'entrée. Et du coup, les seuls manuscrits qu'ils trouvent grâce à leurs yeux, c'est des manuscrits qui ont un peu plus de bouteilles, des auteurs qui ont un petit peu plus galéré, qui ont eu le temps de se former un petit peu. Et voilà, et ça les arrange les éditeurs, parce que du coup ils font un écrémage qui leur coûte rien, c'est-à-dire dès les premiers chapitres, ils voient tout de suite, les premiers chapitres, qu'est-ce que je dis ? Dès les premières lignes, ils voient tout de suite si c'est mature ou pas mature, et du coup, hop, ils dégagent, et ils se disent, écoute, de toute façon, cet auteur, si jamais il veut vraiment publier, il va persévérer, il va se former, et puis il va revenir. Donc de toute façon, je ne passe pas à côté d'une pépite, parce que si vraiment c'est une pépite, il lâchera rien et il reviendra. Et tout ça pour te dire que ne lâche rien. Cherche l'information, va faire des rencontres avec des éditeurs, parce que quand tu les as en face de toi, c'est bien plus facile de leur poser des questions. Suis des masterclass, tiens-toi au courant et recommence. Et ça finit par arriver. Si moi, j'y suis arrivée, alors que je n'ai eu aucune formation, puisque j'ai créé l'ICAR bien après, évidemment, et je suis partie de très très loin, parce que vraiment, quand je te dis que mon premier roman de fantasy, il était nullissime, c'est pas de la fausse modestie, c'est pas pour qu'on me dise « Oh mais non, ne dis pas ça, etc. » Non, je le dis en toute objectivité. Dimitri Pawlowski l'a déjà dit ouvertement dans une masterclass, ce que j'écrivais, c'était n'importe quoi. Enfin, vraiment, c'était illisible et vraiment impubliable. Donc si j'ai pu tirer mon épingle du jeu dans la douleur, tu peux le faire avec les outils que tu as dorénavant à ta disposition, parce que de plus en plus d'auteurs de ma génération, c'est-à-dire qui ont un petit peu de bouteille maintenant, commencent à parler, commencent à former, commencent à faire des masterclass, commencent à faire... Donc ne rate jamais ce type de masterclass. Je te dis pas que toutes seront de même qualité, de même valeur, mais petit à petit, tu te feras ta propre opinion et puis tu suivras des auteurs
ou des éditeurs, parce que maintenant il y a des éditeurs qui changent un peu d'optique et des éditeurs qui du coup, eux, se disent plus on va former les auteurs, et plus ça va nous faciliter le travail quand on les recevra derrière en soumission de manuscrits. Donc tu as de plus en plus d'éditeurs qui sont OK pour faire des masterclass, parler de leur métier, faire des speed dating dans les salons, parler aux auteurs, etc. Donc il y en a de plus en plus, donc vraiment va chercher cette information-là. Et bien entendu, je voudrais terminer par le fait de te dire que ton manuscrit, il n'a pas à être parfait. Quand je dis que il doit être de qualité professionnelle, c'est-à-dire qu'il doit avoir la base du vocabulaire d'un livre professionnel, que tu dois savoir à peu près comment est-ce qu'on découpe un roman de fiction, comment est-ce qu'on gère un dialogue, comment est-ce qu'on gère les points de vue, les timelines, que tu saches au moins ce que c'est. Que tu te sois raté, ça arrive à tout le monde. C'est-à-dire que même moi, qui connais très très bien les techniques narratives, il y a des fois où je passe complètement à côté et où là, mes correcteurs me disent alors là, pour le coup, non, alors on comprend pas du tout ce que tu veux dire. Ou alors, on n'est pas du tout dedans, t'as raté le suspense, t'as raté... voilà, donc c'est pas le tout d'avoir la théorie, des fois on se trompe, mais l'essentiel étant que tu connaisses la théorie. Si tu connais la théorie, tu auras la base, et là, l'éditeur se dira, il y a un bon terrain, et il y a une très bonne base. Et comme il y a une très bonne base, eh bien, on va pouvoir faire des corrections derrière qui vont être efficaces. Donc, ton manuscrit n'a pas à être parfait. Et on l'a souvent dit avec Johanna, dans le cadre de ce podcast, mais aussi au cours de nos masterclass, fais la chasse à ton perfectionnisme. Ton manuscrit ne sera jamais parfait, d'abord, pour être tout à fait franche, et ensuite, il n'a pas à être parfait. Tu as juste à avoir les compétences professionnelles de base, et après, tu verras le reste. Mais voilà, je voulais faire cet épisode parce que je voulais revenir sur cette problématique vraiment française, typiquement française, liée au statut d'auteur qui fait que on est dans une situation qui est plus galère que toutes les autres. Et que c'est normal que tu galères, t'es pas le seul, et qu'on s'en sort. Et que surtout ne laisse personne te dire que c'est facile de publier, et qu'on comprend pas trop pourquoi est-ce que toi tu publies toujours pas. Pourtant t'as fini ton roman, donc qu'est-ce que tu attends? Pourquoi t'es pas publié? Et ils t'ont expliqué pourquoi si tu n'es pas publié, t'as qu'à faire ce qu'il faut pour être publié. Voilà, ce genre de choses que moi j'ai pu entendre et qui sont très culpabilisantes pour l'auteur. Maintenant, j'espère qu'avec ce podcast, tu sauras que tu n'as pas à culpabiliser parce que le métier d'auteur est un métier qui produit de l'insécurité et de la précarité pour les auteurs. Voilà, je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.